Je ne sais plus quoi croire. J'ai besoin d'une attache, j'ai besoin d'un repère, de quelque chose pour me guider, quand tout autour de moi s'effondre, quand tu n'es plus, et que je me demande même si j'ai un peu existé, malgré toi. Qu'est-ce que je vais devenir? Qui pourrais-je être? Depuis que j'ai rencontré la mort, qu'est-ce qui reste dans moi, à part ce vide? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié. La grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va avoir un épisode un peu plus technique, un peu plus scientifique, pour mettre de la clarté aussi sur ce que c'est que la démarche expérimentale et comment on acquiert une connaissance scientifique et comment ça s'applique en psychologie, quelles sont les limites. Et pourquoi je te fais cet épisode? Parce que je pense que c'est important d'avoir cette clarté-là pour éviter de se perdre, pour éviter de croire à des modèles qui n'ont pas de fondement et qui créent aussi beaucoup de dégâts au niveau de ta psychologie, au niveau de tes croyances. Moi, longtemps, j'avais une confiance assez absolue et aveugle dans la science et dans les publications scientifiques, dans les résultats d'études qui étaient présentés dans les publications ou dans les journaux. Mais j'avais une démarche quand même assez cartésienne, assez causale. Et comme mon père est prof, et il est prof de maths, forcément, c'est le schéma scientifique, c'est le schéma qui me semblait le plus adapté. Et dans mes études, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études de son à l'intérieur d'une école de son, des études techniques et scientifiques. Et j'ai été amené à me questionner vraiment sur le fonctionnement de la science et sur la philosophie qu'il y a derrière la science et sur les postulats que cette démarche sous-entendait. Et bien sûr, du coup, j'ai développé un esprit critique pour pas prendre une publication d'études scientifiques comme juste une parole d'évangile et être capable d'analyser aussi la démarche et le protocole qui est mis en œuvre, les biais cognitifs des chercheurs aussi. Et ça m'a rendu assez critique en fait des affirmations qu'on entend souvent dans la presse ou qu'on lit sur Internet quand il y a marqué prouvé par la science ou la science démontre que, ou parfois juste en écrivant quelques formules sur un tableau, des formules qui sont inventées ou même imprécises ou incorrectes. Tu vois pas mal dans les vidéos aussi sur YouTube des personnes qui font illusion d'une autorité scientifique. Et je crois qu'il y a vraiment concrètement une croyance du fait et de la communauté scientifique qui est plus de l'ordre de la croyance religieuse plutôt que d'une vraie connaissance de ce qu'est la science. En m'intéressant à la psychologie, je me suis rapidement aussi questionné sur les fondements et sur la validité des études qui sont publiées et leurs limites de leur champ d'application. Et comme je faisais des études de son, j'ai été confronté donc à la psychologie des perceptions, à la psychoacoustique et donc à toutes les études aussi qui font des mesures psychologique de la perception et tous les biais cognitifs et les limites, les difficultés dans ce genre de recherche. Et le propos ici, c'est bien de montrer les limites de cette approche d'un point de vue purement scientifique. Et bien sûr, quand je fais ça, je nie pas que le travail d'un psychologue, c'est d'abord une écoute empathique et qu'il a aussi un rôle de confident et de confessionnal. Et bien sûr, si aujourd'hui c'est le seul endroit où tu trouves cette écoute, je saurais que trop te conseiller de garder cet espace de parole. Mais j'aimerais juste aussi mettre une analyse de ce que peut représenter cette autorité scientifique et des biais et de l'absence de rigueur aussi parfois dans la démarche expérimentale. Pour reprendre vraiment les bases, qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique et comment on construit une connaissance scientifique? Pour ça, on utilise en fait la démarche expérimentale. Et la démarche expérimentale, c'est collecter des faits par l'observation, extraire des hypothèses et les vérifier.
Et derrière cette démarche expérimentale, il faut savoir qu'il y a des postulats qui sont plus d'ordre philosophique, de comment on étudie le monde et comment on perçoit le monde. Et le premier postulat, c'est un postulat de déterminisme. En fait, on postule qu'il y a un ordre logique de l'univers et qu'on peut dire qu'il est possible de définir des lois, il est possible de définir des relations de causalité, donc une cause va entraîner des effets, et qu'il y a une prédictibilité des phénomènes. Il y a un deuxième postulat qui est le postulat d'empirisme, qui est qu'on peut observer et nommer des phénomènes. Le postulat aussi de l'intégration théorique. Avec le langage, on est capable de structurer, de nommer et de catégoriser des données empiriques. La science, c'est une démarche dynamique, c'est-à-dire que la science, c'est pas quelque chose qui peut être arrêté. Et toute théorie peut être réfutée. Et elle a une dimension publique aussi, c'est-à-dire que tout le monde peut réfuter une thèse. Et ce que par exemple, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a aussi des personnes, des scientifiques qui confisquent ce savoir, qui cachent les données, ou qui se gardent bien de faire un exercice de vulgarisation pour rendre cette connaissance accessible. Comment elle fonctionne du coup cette démarche expérimentale, maintenant qu'on a vu qu'il y avait des postulats quand même sur notre façon de percevoir le monde, qui est que on a ce déterminisme en fait. On présuppose qu'il existe que l'univers fonctionne de telle façon qu'il est possible de définir des lois. Donc la démarche expérimentale, elle comporte plusieurs étapes dans lesquelles on commence par énoncer un problème à partir d'une observation. Quelle question on va poser? C'est quoi l'objet d'étude qu'on va avoir? Et quelles sont les hypothèses? À partir de ça, donc on définit des hypothèses, on définit les limites et on définit cet objet d'étude, ce modèle qu'on va étudier. Et on en fait un protocole d'expérience, donc ce qu'on appelle le plan de recherche. À partir de cette hypothèse, comment on va rendre la question, l'hypothèse, dans le cadre d'un protocole d'expérimentation. Puis on fait l'expérimentation, on observe le phénomène, on récolte des données, et puis on analyse, on interprète ces données, on interprète les résultats. À la fin, on confronte les résultats, on confronte notre interprétation des résultats avec l'hypothèse qu'on a faite à la base, et on reformule, on ajuste l'hypothèse, et c'est une démarche itérative. C'est pas une démarche qui s'arrête, c'est une démarche petit à petit, par incrémentation, on va essayer d'approcher une certaine vérité, une certaine réalité en tout cas. En général, les résultats dans la presse, ils sont plutôt présentés comme une démarche unique où on a fait ce test, on a obtenu ce résultat et puis point barre. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment une démarche itérative où l'hypothèse, on l'affine au fur et à mesure qu'on a des résultats de l'expérimentation. Donc on voit bien que déjà cette démarche-là, la démarche expérimentale, donc cette démarche qui nous permet d'acquérir une connaissance scientifique, c'est une démarche qui ne va pas s'appliquer de la même façon en psychologie. Et déjà, on peut avoir quelques critiques sur cette approche en psychologie, parce que déjà, on peut se poser la question de la généralisation des observations qu'on obtient sur le sujet humain, parce que déjà il y a une différence entre un sujet qui est une personne consciente et un objet, et traditionnellement dans les sciences comme la physique ou la biologie, on définit plutôt un objet qu'un sujet comme objet d'étude. L'objet, c'est quelque chose qu'on met devant ta conscience, qu'on met devant ton regard et que tu vas observer, alors que le sujet, c'est quelque chose qui est pensant. Et on voit bien que le sujet de l'être humain, c'est quelque chose qui est très diversifié, qui est très complexe, et qu'il faut aussi prendre en compte l'histoire de l'individu. L'autre biais aussi de cette approche expérimentale en psychologie, c'est que les sujets... ce qu'on étudie chez les individus, c'est des choses qui sont corrélées, et typiquement c'est impossible d'étudier un seul critère psychologique,
une seule fonction psychologique. Et donc si on ne peut pas isoler un paramètre de son environnement, si on ne peut pas par exemple isoler le langage, isoler une caractéristique pour étudier telle émotion, si ça c'est pas possible, comment on peut formuler une conclusion scientifique sur un objet ou un sujet psychologique sans faire des hypothèses absurdes ou des hypothèses dans lesquelles on a un biais parce qu'il y a des paramètres cachés qu'on n'avait pas formulés. Et enfin, une dernière critique aussi qu'on peut formuler, c'est le fait que le laboratoire en psychologie, c'est un lieu qu'on crée artificiellement. Et c'est assez difficile de conclure une généralité sur ce qui se passe en dehors. Et on voit bien que cette distance qu'il devrait y avoir en science entre l'expérimentateur et l'objet d'étude, en psychologie, elle n'est pas si nette. Et le biais cognitif qu'il y a derrière ça, c'est un biais de confirmation. C'est un biais en fait que l'expérimentateur cherche juste à valider sa propre hypothèse, alors que la rigueur scientifique, elle impose cette honnêteté, elle impose une objectivité, en tout cas une distance entre l'observateur et l'objet d'étude. Et ça pose la question techniquement de la reproductibilité de l'expérience. Il faut, en fait, pour qu'une connaissance scientifique soit validée, il faut que si on change d'observateur, si on change d'expérimentateur, on retrouve les mêmes données, on retrouve les mêmes conclusions. Et en psychologie, c'est plus compliqué parce que il y a ce lien entre l'objet, ou plutôt le sujet d'étude qui est donc un être humain, et l'expérimentateur qui est présent, et il y a cette interaction psychologique entre les deux. Et en tout cas, il faut garder à l'esprit que les conclusions des études psychologiques, elles ont un caractère relatif et provisoire, et que, comme chercheur, il faut avoir le courage aussi de remplacer les affirmations, de questionner les énoncés quand l'expérience elle contredit l'énoncé. Par exemple, il y a une confusion qu'on retrouve souvent dans les articles scientifiques, ou même des fois concrètement dans les publications scientifiques. C'est la confusion, et c'est un défaut de logique, c'est la confusion entre une corrélation et une causalité. La corrélation, ça va être le fait d'observer que deux phénomènes semblent être corrélés, et la causalité, ça va être de dire que une cause A provoque un effet B. L'exemple le plus parlant de ça, c'est un article qui avait été publié qui disait où en fait il y avait une corrélation entre le nombre de prix Nobel reçus dans un pays et la quantité de chocolat que les gens mangeaient dans ce pays. Et donc l'article qui concluait que plus on mange de chocolat, plus on est intelligent. Et donc, en fait, ce que l'étude... Alors déjà, c'est pas du tout ce que l'étude scientifique disait. L'étude scientifique parlait juste d'une corrélation. Et donc, la corrélation, c'était de dire, on a fait des mesures, d'un côté, des gens, de la consommation de chocolat des gens. Et de l'autre côté, on a compté le nombre de prix Nobel reçus dans ce pays. Et bizarrement, on se rend compte que les pays dans lesquels on mange beaucoup de chocolat sont aussi les pays dans lesquels on reçoit beaucoup de prix Nobel. Mais est-ce que de là, on peut en conclure que manger du chocolat rend intelligent ? Non, en fait. Parce que ça sous-entend... donc ça serait définir une relation de causalité entre le fait de manger du chocolat et le fait d'être plus intelligent. Et en fait, le défaut de raisonnement, c'est déjà, qu'est-ce qui nous dit que la causalité... Elle s'opère dans ce sens-là. Qu'est-ce qui nous dit que parce qu'on mange du chocolat, on est plus intelligent ? Est-ce que c'est pas le fait, à l'inverse, d'être plus intelligent qui nous fait manger du chocolat ? Ça, scientifiquement, on n'est pas capable, à partir d'une corrélation, de conclure ça. Et l'autre biais à cela, c'est que peut-être il y a juste un troisième paramètre dont on ignore l'existence, qui, lui, est la cause de ces deux effets. Et concrètement, simplement, est-ce que c'est pas juste le fait que si tout à coup on va se mettre à étudier la richesse des pays, il se trouve que le chocolat est une denrée rare, enfin une denrée chère en tout cas, et que le fait d'être dans un pays riche, c'est aussi ce qui permet d'avoir accès à une meilleure éducation, à une meilleure culture,
et à faire des études supérieures et donc à produire plus de prix Nobel. Et donc on voit bien qu'en fait ce qui était à la base, ce qu'on cherchait à définir comme un critère de causalité entre le fait de manger du chocolat et le fait d'être intelligent, en fait il y a un troisième paramètre qu'on avait ignoré, qui est le paramètre de la richesse, et qu'en fait c'est pas manger du chocolat qui rend plus intelligent, mais enfin en tout cas qui permet d'accéder à plus de prix Nobel, mais c'est par contre le fait d'être riche permet de manger plus de chocolat et de se payer ce chocolat, et le fait d'être riche permet d'accéder à des études, permet d'accéder à la connaissance et permet aussi de produire des prix Nobel. Donc on voit bien qu'il y a souvent ce défaut d'une logique rigoureuse scientifique, et la différence entre une corrélation et une causalité, ça illustre très bien ce défaut de rigueur scientifique. Donc c'est tout cet esprit critique que je veux t'amener à avoir par rapport à ces approches psychologiques et même par rapport à ce que tu lis sur la science d'habitude, parce que l'étiquette scientifique, en fait, c'est vraiment devenu un critère d'autorité. Et même si parfois il cache des erreurs de raisonnement, des démarches scientifiques qui sont assez peu rigoureuses, quand c'est pas justement de l'enfumage avec juste on écrit quelques équations sur un tableau pour faire croire qu'il y a une dimension scientifique à ce qu'on fait, alors qu'en fait il y a rien de tout cela. Et c'est ça ce qui me rend assez critique vis-à-vis de l'approche psychologique classique et de la démarche expérimentale, en tout cas en psychologie. Et donc, avec cette démarche expérimentale, cette démarche scientifique qui est celle qui permet justement d'établir une connaissance scientifique, on voit bien tout de suite tout ce qui n'est pas scientifique. Et quand je dis que c'est pas scientifique, je suis pas en train de juger, de dire que c'est quelque chose de mal. Je dis juste, je remets les choses à leur place. Il y a de la connaissance scientifique, il y a un autre type de connaissance ou de création, on va dire, qui n'est pas scientifique. Et dans cela, il y a ce que j'appelle la psychologie de comptoir, ou celle qui fait appel au bon sens commun, qui est basée sur des dictons. Et ce qui est pas scientifique, c'est de se dire, ça ressemble à ça, donc c'est ça. Et donc, par exemple, la psychanalyse, ce n'est pas un fait scientifique, parce que ça s'appuie sur des métaphores, ça s'appuie sur des analogies, sur le lapsus, sur des automatismes, des associations d'idées, mais c'est juste un modèle. Et typiquement, le concept d'Oedipe, ce n'est qu'un modèle. Et c'est une invention d'un mec qui s'appelle Freud, qui a lu la mythologie grecque et qui s'est dit ça ferait une belle histoire. Et parce qu'aujourd'hui, la psychologie cognitive, donc qui adopte plus cette démarche expérimentale, elle démontre qu'il n'y a aucun fondement au complexe d'Oedipe. Et c'est très simple, en fait. Il suffit d'aller voir des cultures où la cellule familiale, elle est différente de celle qu'on connaît en Europe, qui est une structure familiale qui est différente du père, mère, enfant, ou par exemple dans des sociétés matriarcales où les enfants sont élevés par un groupe de femmes, ou dans toutes sortes de sociétés où la cellule familiale est différente, on voit bien que le complexe d'Oedipe est dicté par Freud, il n'a rien d'universel. Et le biais de la psychanalyse, c'est qu'en fait, elle prétend et elle fait comme si elle était scientifique, comme si elle assumait un certain déterminisme et une certaine causalité, sauf qu'elle n'a aucun fondement qui respecte la démarche scientifique. Et donc ce qui n'est pas scientifique aussi, dans le bon sens commun, c'est simplement de formuler des stéréotypes, de se dire que je crois que telle personne a ce comportement parce qu'elle a tel sexe, tel âge, tel statut social ou professionnel, tel signe astrologique. Et par exemple, l'horoscope et l'astrologie, ce ne sont pas des connaissances scientifiques parce qu'elles ne suivent pas la démarche scientifique expérimentale qui permet d'établir une connaissance scientifique. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal, mais c'est quelque chose qui a plutôt de l'ordre de la croyance plutôt que de l'ordre de la connaissance. Et c'est la même chose avec la psychanalyse. La psychanalyse ne fait que produire des modèles,
tant qu'elle n'a pas cette démarche scientifique, elle ne fait que produire des modèles, et ces modèles, ils sont plus de l'ordre de la croyance que de l'ordre de la connaissance scientifique. On a tendance il y a un biais aussi cognitif qui est qu'on a tendance à surestimer le nombre de fois où on a une bonne intuition quand elle est basée sur un stéréotype, où on se dit je le sentais que cette personne... Et ça, c'est un biais de confirmation. Et parce que si je crois quelque chose, je vais très nécessairement aller chercher une validation de cette croyance. Mais la démarche scientifique, elle nous invite à avoir vraiment une observation neutre, une observation objective et scientifique. Et je dis pas, je te le répète, je dis pas que ce qui n'est pas scientifique est moins bien. Je te dis juste que des conclusions qui sont pas scientifiques ne devraient pas être considérées de la façon dont on a de considérer des connaissances scientifiques. Et sans cette clarté, on prend rapidement des stéréotypes pour des vérités ou des connaissances scientifiques, alors que c'est que des stéréotypes, c'est que des croyances, et il faudrait les assumer telles quelles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout rejeter des approches qui sont des connaissances qui ne sont pas scientifiques, ou qu'il faut même tout rejeter de l'approche psychologique, parce que je t'ai montré qu'il y avait aussi des limites à cette approche, à cette connaissance scientifique de la psychologie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout rejeter ? Non, mais je pense qu'il faut quand même avoir un esprit critique par rapport à ce qui est annoncé comme une science, ou ce qu'on t'apporte comme scientifiquement prouvé, et quelque chose qu'on nous sort à toutes les sauces, et avoir un peu du recul et de l'esprit critique vis-à-vis de ça. Et voilà, je dis pas non plus que parce que c'est pas une science, ça n'a aucun intérêt. Et donc pour moi, le psychologue, c'est quelque part un mélange entre un psychiatre. Un psychiatre, c'est plutôt quelqu'un qui se revendique comme un médecin, qui va prescrire des médicaments, qui va avoir une analyse médicale, qui va se baser sur le domaine médical et biologique pour étudier des symptômes, définir une pathologie et établir un traitement. Et donc, qui va s'intéresser plutôt à une approche biochimique, bioneurologique, et comment on va traiter des problèmes d'hormones à partir de médicaments, comment on va calmer des angoisses. Et donc le psychologue, il hérite aussi un peu de ce côté-là. Et quelqu'un aussi qui, des fois, se base sur des modèles psychanalytiques, alors que la psychanalyse, c'est peut-être ce qui est quelque chose qui est plus proche de la philosophie, qui est plutôt un modèle, alors qu'à l'origine, un psychologue, c'est quelqu'un qui se défend d'être philosophe et qui prétend pas que juste intérieurement il va qui se réclame de cette approche empirique, de cette approche scientifique, et qui est tourné vers l'expérience et pas juste par une introspection. Et donc le biais, c'est que le psychologue il coexiste aussi avec tout ce modèle de la psychanalyse qui n'est pas un modèle scientifique, je le répète, mais qui pour moi est plus de l'ordre de la croyance. Et donc je voulais vraiment, dans cet épisode, ouvrir ton esprit critique, parce que je pense que cette confiance aveugle, que ce soit en la psychologie, en la psychanalyse ou aux résultats qui sont déclarés comme scientifiques, j'ai vu à quel point ça m'avait causé beaucoup de tort, et parce que concrètement ça met aussi des nœuds dans ma tête, et ça t'induit aussi en erreur, ça t'amène à croire à des systèmes ou à des schémas qui t'aident pas forcément. Et je ne crois pas que ce soit forcément quelque chose qui aide à vraiment aller mieux quand t'es un orphelin. Voilà. Si tu as des témoignages par rapport à ce que tu vis lors d'une consultation en psychologie, ou même si tu as une expérience en psychanalyse, je serais vraiment très curieux de t'entendre à ce sujet, et que tu viennes nous en parler dans le groupe Facebook. Quel est ton regard par rapport à cette approche scientifique, par rapport à la démarche scientifique en psychologie, en psychanalyse? Je te propose de venir en parler dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode, et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.
J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera d'une théorie qu'il existe sur les livres Harry Potter sur la question du deuil.